Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Extériorité des relations. 1. L'extériorité des relations, son contexte. Dans plusieurs de ses œuvres, Gilles Deleuze mentionne l'extériorité des relations. Par exemple, dans Empirisme et subjectivité, il l'utilise comme concept clé afin de définir l'empirisme de Hume. En effet, l'extériorité des relations est égale à la proposition suivante: les relations sont extérieures à leur terme 6. Deleuze considère cette proposition comme cruciale pour la définition de l'empirisme. Elle est une condition de l'autre proposition fondamentale chez Hume: le sujet se constitue dans le donné. Hume pose la question du sujet et la situe dans les termes suivants. Le sujet se constitue dans le donné. Il présente les conditions de possibilité, la critique de la question sous la forme suivante: les relations sont extérieures aux idées 7. Les relations ne dépendent pas des idées, elles dépendent du sujet. Seul le sujet établit les relations. Le donné est repris par et dans un mouvement qui dépasse le donné. L'esprit devient nature humaine. Mais c'est seulement quand le sujet invente, croit. C'est dans l'affirmation selon laquelle un jugement vrai n'est pas une tautologie que se manifeste le rapport de la vérité à la subjectivité. La proposition vraiment fondamentale est donc celle-ci: les relations sont extérieures aux idées. Et si elles sont extérieures, le problème du sujet tel que l'empirisme le pose en découle. Il faut savoir en effet de quelles autres causes elles dépendent, c'est-à-dire comment le sujet se constitue dans la collection des idées. Les relations sont extérieures à leur terme. Quand James se dit pluraliste, il ne dit pas autre chose en principe, de même quand Russell se dit réaliste. Nous devons voir dans cette proposition le point commun de tous les empirismes 8. Les relations ne dérivent pas des termes idées. Elles sont l'effet des principes d'association, des principes de la nature humaine 9. En ce sens, les principes de la nature humaine, à savoir les principes d'association, notamment la causalité, sont à leur tour la condition nécessaire des relations. Au contraire, on appellera non empiriste toute théorie selon laquelle, d'une façon ou d'autre autre, les relations découlent de la nature des choses 10. En ce sens, le criticisme n'est pas un empirisme parce que chez Kant, les relations dépendent de la nature des choses en ce sens que, comme phénomène, les choses supposent une synthèse dont la source est la même que celle des relations 11. Ainsi, selon Deleuze, seul ce dualisme des relations et des termes peut définir l'empirisme. En outre, Deleuze pense que la philosophie de Hume est une critique aiguë des représentations, parce qu'elles ne peuvent pas présenter les relations 12. Les relations ne sont pas l'objet d'une représentation, mais les moyens d'une activité. Ce qui est dénoncé, critiqué, c'est l'idée que le sujet puisse être un sujet connaissant 13. En d'autres termes, l'extériorité des relations est une condition pour le sujet pratique. Chez Hume, les relations ne sont pas l'objet d'une représentation, mais les moyens d'une activité 14. Ainsi, Deleuze utilise l'extériorité des relations comme concept clé pour définir l'empirisme de Hume. Or, elle n'est pas seulement liée à la philosophie de Hume, mais à celle de Deleuze elle-même. Dans Dialogue, Deleuze traite encore une fois de ce problème de l'extériorité des relations. Il saisit l'extériorité des relations comme protestation vitale contre les principes. D'après Deleuze, le premier principe n'existe pas. Les choses ne commencent à vivre qu'au milieu. Une découverte vitale des empiristes. Les relations sont extérieures à leur terme. Pierre est plus petit que Paul. Le verre est sur la table. La relation n'est intérieure ni à l'un des termes qui seraient dès lors sujets ni à l'ensemble des deux. Bien plus, une relation peut changer sans que les termes changent. On objectera que le verre est peut-être modifié lorsqu'on le transporte hors de la table, mais ce n'est pas vrai. Les idées du verre et de la table ne sont pas modifiées, qui sont les vrais termes des relations. Les relations sont au milieu et existent comme telles. Cette extériorité des relations, ce n'est pas un principe, c'est une protestation vitale contre les principes 15. Enfin, le thème de l'extériorité des relations apparaît encore une fois dans l'image mouvement. C'est dans le contexte où Deleuze explique le tout de Bergson. Ce dernier disait: le tout n'est ni donné ni donnable. Si le tout n'est pas donnable, c'est parce qu'il est l'ouvert et qu'il lui appartient de changer sans cesse ou de faire surgir quelque chose de nouveau, bref, de durer 16. Afin de renforcer cet argument de Bergson, Deleuze introduit la relation. S'il fallait définir le tout,
On le définirait par la relation. C'est que la relation n'est pas une propriété des objets, elle est toujours extérieure à ces termes. Aussi est-elle inséparable de l'ouvert, et présente-t-elle une existence spirituelle ou mentale. Les relations n'appartiennent pas aux objets, mais au tout, à condition de ne pas le confondre avec un ensemble fermé d'objets 17. Deleuze ajoute une note où il précise le lien entre les relations et un tout ouvert. On sait que la relation entre deux choses ne peut pas être réduite à un attribut d'une chose ou de l'autre, et pas davantage à un attribut de l'ensemble. En revanche, la possibilité de rapporter les relations à un tout reste entière si l'on conçoit ce tout comme un continu et non comme un ensemble donné 18. Ainsi, depuis le début jusqu'aux années 1980, le thème de l'extériorité des relations continuait chez Deleuze. Quel est donc son enjeu ? En quel sens l'extériorité des relations est-elle importante pour la pensée deleuzienne ? Pour notre objet, Les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique de Jean Wall est un ouvrage très important. Ce livre développe tous les problèmes de l'extériorité des relations et éclaircit sa portée. Wall remarque que la théorie des relations extérieures est en rapport avec le pluralisme et le réalisme. Le pluralisme considéré pragmatiquement est, dit William James, l'idée que les différentes parties de la réalité peuvent avoir entre elles des relations purement extérieures 19. Cette idée est presque la même que celle de Hume, à savoir que l'expérience est part extra part, les objets sont séparés dans l'entendement. Seul le principe d'association en tant que relation extérieure peut synthétiser les idées ou les objets, qui sont extrinsèquement séparés. En ce sens, le pluralisme de James est une variation de l'empirisme chez Hume. Il va de soi que cette position du pluralisme et de l'empirisme est étroitement liée à la différence deleuzienne. Mais comme nous le verrons, Deleuze développe paradoxalement cette relation externe comme différence interne. Wall poursuit. Et enfin, si vaste que soit l'être considéré, il a toujours un en dehors. Il n'y a pas d'être qui contienne tous les autres, il y a toujours quelque chose qui échappe, qui ne veut pas rentrer dans le système 20. Cette description nous fait penser à la ligne de fuite chez Deleuze. Cette dernière n'est rien d'autre que le mouvement vers le dehors, en tant que relation extérieure. La ligne de fuite chez Deleuze exprime un certain hasard d'extériorité qui existe en toute vie. Ce hasard n'est possible que dans le monde du pluralisme, parce que dans le monde du monisme, tout est dominé par la nécessité interne. L'extériorité des relations comme pluralisme est ainsi liée à l'affirmation du hasard et de la différence pour chaque cas contingent. Or, ce pluralisme de l'extériorité des relations est en rapport avec le réalisme, parce qu'il affirme l'existence des relations qui sont indépendantes de leurs termes, à savoir la perception, l'idée, etc. 21. L'extériorité des relations nous permet de concevoir un réalisme du monde mouvant et changeant, que Deleuze appelle devenir. Il nous faut remarquer que la différence des termes et la réalité du monde mouvant et changeant sont les deux côtés d'une seule médaille. C'est dire que dans l'extériorité des relations, le pluralisme et le réalisme sont différents mais inséparables. C'est en concevant séparément la relation et les termes que ceux-ci peuvent entrer dans une nouvelle relation. En d'autres termes, c'est parce que les relations sont extérieures à leurs termes que le devenir peut se faire. Le devenir, qui se produit dans la forme pure et vide du temps, est étroitement lié à l'idée du virtuel. De même, Wall explique que le temps est inséparable de l'idée du possible, puisque la réalité profonde du temps vient de ce que chaque moment est choix entre les possibles et puisque c'est par la continuité même du temps que les possibles vont devenir réels 22. Si tout était déterminé par avance et compris dans les essences, le temps ne serait qu'illusion. Pour que le devenir existe, il faut admettre que les relations entre les choses puissent être changées, que les choses puissent entrer à un moment donné dans des relations nouvelles, abandonner leurs relations anciennes 23. En ce sens, l'extériorité des relations est une condition pour la possibilité du changement. Le monde que l'empiriste, le pluraliste et Deleuze conçoivent n'est pas tout fait. Il est toujours incomplet. Il se fait sans cesse. Si le monde était complet, le temps ne passerait pas. En ce sens, la nouveauté est un caractère essentiel du monde du pluraliste, de l'empiriste et de Deleuze. C'est la théorie logique des relations extérieures qui la rend possible 24. Compte tenu du rôle important que joue le mouvement, le changement, le devenir et la création dans la philosophie de Deleuze,
nous comprenons pourquoi il s'attache à cette théorie. D'après Wall, le pluralisme n'est qu'un nom nouveau donné à l'empirisme, puisque l'empirisme est avant tout une philosophie des parties, part extra part, par opposition à une philosophie du tout 25. Le pluralisme n'est pas seulement l'affirmation de l'extériorité des relations, mais il est l'affirmation qu'il y a des relations créatrices 26. Dans le chapitre où Wall explique le néo-réalisme, il compare très clairement les relations intérieures avec les relations extérieures. Donc, d'un côté, nous avons la doctrine néo-hégélienne des relations intérieures avec ses conséquences qui sont l'idée que la connaissance de chaque partie implique la connaissance du tout comme la connaissance du tout implique la connaissance de chaque partie, l'idée qu'aucune vérité ne peut être considérée comme complètement vraie, sauf quand elle est mise en relation avec le tout, l'idée que finalement il n'y a qu'une seule chose dans l'univers, l'idée que toute proposition a un sujet et un prédicat. De l'autre, nous trouvons la théorie des relations extérieures qui nous amène à croire que la connaissance d'une partie n'enferme pas la connaissance du tout, ni inversement, qu'il y a des vérités absolument vraies, qu'il y a beaucoup de choses dans l'univers, qu'il y a des propositions qui ne peuvent se réduire à la forme attributive 27. Dans la citation ci-dessus, il y a 2 points dont nous voudrions remarquer l'importance. En premier lieu, dans le cas de la relation intérieure, les parties doivent être toujours incluses dans le tout existant, tandis que dans la relation extérieure ce n'est pas le cas, le tout n'est pas antérieur aux parties. Rattacher les parties au tout constitue une tautologie, et un monde statique dominé par la nécessité. Au contraire, si nous reposons sur la position de la relation extérieure, un jugement vrai n'est pas tautologique, et nous pouvons établir un monde multiple et mouvant qui est dominé par la contingence. Dans le cadre de cette comparaison, la plupart des rationalistes sont classés du côté de la relation intérieure, parce qu'ils croient qu'ils peuvent maîtriser les éléments contingents par la force de la raison. L'empirisme tend à expliquer le tout par les parties, tandis que le rationalisme tend à expliquer les parties par le tout. Croire à de réelles possibilités, consentir à vivre sur un schème de possibilités, c'est être un vrai pluraliste. Au contraire, le rationaliste ne croit qu'à des nécessités d'une part et à des impossibilités de l'autre 28. Le deuxième point, c'est que la théorie des relations extérieures nous amène à croire qu'il y a des propositions qui ne peuvent se réduire à la forme attributive. Wall suit l'argument de Russell sur ce point. Il s'agit d'un côté de l'adjectif et du substantif, et de l'autre côté du verbe et de la préposition. D'après Russell, les universaux qui sont nommés à l'aide d'adjectifs ou de substantifs ont été pris ordinairement en considération. Ceux qui sont nommés à l'aide de verbes et de prépositions n'ont pas été en général aperçus. De ce fait, le grand nombre des doctrines a des tendances monistiques, car les adjectifs ou les noms communs expriment des qualités ou des propriétés de choses prises isolément, tandis que les prépositions ou les verbes tendent à exprimer des relations entre deux choses ou plus. C'est pourquoi l'on a cru que toute proposition a pour fonction d'attribuer des propriétés à une seule chose. On n'a pas vu qu'il y a des propositions qui expriment des relations entre les choses, que les relations entre les choses sont elles-mêmes en un certain sens des entités 29. Rappelons-nous que dans Logique du sens, Deleuze met l'accent sur l'importance du verbe, surtout l'infinitif du verbe plutôt que l'adjectif et le substantif. C'est une condition pour considérer la proposition, non du point de vue d'une seule substance ou sujet-prédicat, mais du point de vue de la relation ou de l'événement. En effet, c'est l'extériorité des relations qui permet à Deleuze de développer la théorie de l'événement. Nous verrons plus précisément la relation entre l'extériorité des relations et d'autres concepts deleuziens dans la 4e section de ce chapitre. 2. Quelques adversaires de l'extériorité des relations. Nous avons vu quelques points cruciaux impliqués dans le concept de l'extériorité des relations. On dit que si nous voulons comprendre une idée quelconque, il vaut mieux connaître ses adversaires. Qu'est-ce qui est donc l'idée adverse de l'extériorité des relations, et de Deleuze? Comme nous l'avons vu, l'extériorité des relations est pour Deleuze une protestation vitale contre les principes. C'est dire que les philosophes qui ont fondé leur philosophie sur la base des premiers principes sont les cibles de la critique deleuzienne. Nous allons examiner brièvement quelques idées qui servent de cible à la critique de l'extériorité des relations. C'est tout d'abord la théorie de la substance chez Aristote,
qui est un des exemples d'un tel premier principe. Selon Aristote, le travail de la philosophie consiste à rechercher les premiers principes ou les causes premières, à savoir les substances 30. La connaissance philosophique est de déterminer les attributs de la substance, en utilisant les principes de l'identité, de la contradiction et du milieu exclu, servant à la nécessité logique impliquée dans la substance. Une même substance n'inclut pas les deux attributs mutuellement contradictoires. Il est impossible qu'une seule et même chose soit, et tout à la fois ne soit pas, à une même autre chose sous un même rapport 31. Pour les attributs qui ne peuvent appartenir simultanément au même sujet, incapables d'ailleurs de les recevoir tous les deux l'un après l'autre, on dit qu'ils sont opposés soit qu'on les considère eux-mêmes, soit qu'on regarde au principe d'où ils sont sortis 32. En puissance, une même chose peut être les deux contraires, mais en absolue réalité elle ne le peut pas 33. Dans cette citation, l'absolue réalité signifie la substance. En puissance, la même chose peut être à la fois deux choses contradictoires. Mais ce n'est pas le cas pour la substance en tant qu'acte, énergie. Ainsi, le principe aristotélicien de la contradiction est étroitement lié à cette nature exclusive et isolée de la substance. La relation, à savoir la nécessité logique, est définie par l'impossibilité du contraire, ou quelque chose qui n'existe pas autrement. Ce qui est de toute nécessité ne peut pas être à la fois de telle façon et d'une façon contraire 34. C'est dire que la nécessité logique aristotélicienne est déterminée par cet ensemble du cadre logique, dont la source dérive de la nature exclusive de la substance. Ce n'est rien d'autre que l'intériorité des relations, qui fonctionne comme cadre logique afin d'intégrer l'indéterminé, à savoir le sensible dans la nécessité logique régie par le principe d'identité et de contradiction. C'est cette logique aristotélicienne qui a fondé pendant plus de 20 de siècles le dualisme occidental. Tant que nous tenons à cette logique, nous ne pouvons pas relier la contingence à la nécessité et la vie à la mort. La logique aristotélicienne ne nous permet pas de sortir du dualisme, qui ne nous fait penser chaque paire de ces éléments que dans la contradiction. De plus, selon la logique aristotélicienne, la matière et le sensible sont indûment dévalorisés par rapport à la forme et l'intelligible. C'est pourquoi Deleuze a introduit l'extériorité des relations afin d'en sortir, et d'introduire un souffle de contingence dans la logique philosophique. La logique aristotélicienne est la logique qui convient au monde de la substance et de l'attribut. Elle est basée sur la relation inhérente des concepts. Selon cette logique, tout jugement est analysé de sorte que des attributs soient nécessairement inhérents à un sujet. Tous les événements sont analysés en deux éléments, à savoir le sujet et les prédicats. Dans une proposition, le sujet désigne l'objet individuellement indépendant et le prédicat désigne les attributs de cet objet. Par exemple, dans la proposition « l'homme est un animal avec deux jambes », l'attribut deux jambes détermine l'homme comme l'espèce dans le genre animal. Ainsi, la logique aristotélicienne requiert le concept d'entité individuellement indépendante qui intègre exclusivement ses attributs. C'est ce qu'on appelle la représentation que Deleuze critique. C'est dire que l'attribut de la substance est saisi comme représentation de cette dernière. Les deux éléments, sujet égale substance, prédicat égale attribut, constituent la relation intérieure. Dans ce processus, l'élément de changement contenu dans l'attribut est dévalorisé, tandis que la substance intégrant ses attributs essentiels est considérée comme immuable et éternelle. Aristote définit ce que Deleuze mentionne comme premier principe. On ne doit chercher à trouver la vérité que dans les choses qui sont éternellement les mêmes et qui ne subissent jamais le moindre changement 35. Aristote définit les deux sens de la substance. Il y a deux acceptions de ce mot de substance. D'abord, c'est le sujet dernier, qui n'est plus l'attribut de quoi que ce soit, et c'est plus petit que ensuite cet individu spécifique plus grand que, plus petit que en tant qu'il peut être plus grand que séparé, de tout autre. En d'autres termes, c'est précisément dans chaque être individuel, sa forme et son espèce 36. Ce qui précède suffit pour démontrer l'existence d'une substance éternelle, immobile, séparée de tous les autres êtres que nos sens peuvent percevoir 37. D'après Aristote, la substance n'est jamais prédicat d'un sujet. Tous ces êtres, la terre, le feu, l'eau, des animaux, des corps célestes, sont appelés des substances parce qu'ils ne peuvent jamais être pris pour attribut d'un sujet, et qu'au contraire ils sont les sujets auxquels tout le reste est attribué 38. La substance aristotélicienne existe d'une manière permanente,
sans leurs propres attributs. Il existe donc une hiérarchie entre la substance, sujet, et l'attribut, prédicat. 39. Cette définition aristotélicienne de la substance est étroitement liée à une autre nature de la substance. Comme plus petit que ce qui est mu et me à son tour plus petit que n'est qu'un intermédiaire plus grand que, il faut concevoir quelque chose qui me sans être mu, quelque chose d'éternel qui est substance et qui est acte 40. C'est là que Deleuze renverse l'ordre aristotélicien, parce que contrairement à Aristote, tout commence par un intermédiaire. En empruntant l'extériorité des relations, Deleuze relativise la substance aristotélicienne, le premier principe, ce qui me sans être mu. Elle est dorénavant considérée comme un terme clos, au milieu du flux. La logique aristotélicienne interdit qu'un élément d'un ensemble, égal attribut, implique le tout de cet ensemble, égal substance. Plus petit que en tout état de cause, plus grand que on ne peut pas plus petit que désigner les principes des choses en adoptant à la fois les deux sens, les éléments constitutifs et les genres, car il n'y a jamais qu'une seule définition pour l'essence d'une chose. Plus petit que or, la définition par les genres serait tout autre que la définition par les éléments constitutifs. 41. Mais Deleuze n'admet pas une telle interdiction, parce que c'est cette interdiction qui engendre la séparation de l'intelligible et le sensible, ou bien la substance immobile, éternelle et le mouvement, le devenir fuyant. Ainsi, le motif de l'extériorité des relations est d'annuler cette séparation aristotélicienne afin de réconcilier l'intelligible et le sensible. Pour cela, il faut aussi sortir de la logique d'identité et de contradiction, car tant que nous restons dans cette logique, nous sommes obligés de penser d'après la nature exclusive et isolée de la substance aristotélicienne. C'est pourquoi Deleuze introduit la disjonction affirmative. Rappelons-nous que la logique d'identité et de contradiction est déduite directement de la nature exclusive de la substance. La nécessité est déduite de la définition même de la substance, à savoir ce qui ne peut pas exister autrement. 42. Comme nous le verrons, Deleuze remplace la substance aristotélicienne par le concept d'événement, une autre sorte d'essence qui n'existe comme essence que dans la mesure où elle est passée par l'existence. La relation entre les événements n'est pas conçue par les principes d'identité et de contradiction, mais par la disjonction affirmative. Le point crucial, c'est que la substance aristotélicienne est une entité indépendante et isolée, tandis que l'événement de Deleuze est une entité relationnelle, incluant virtuellement tous les autres événements. Aristote identifie l'essence, substance, comme l'acte, énergie. La substance en tant qu'acte est supérieure à l'attribut comme puissance. Cette dernière se déduit de l'acte. Ainsi, chez Aristote, il ne s'agit que de ce qu'elle est, tandis que chez Deleuze, l'événement en tant que puissance en acte implique à la fois un degré actuel d'intensité et le degré zéro virtuel d'intensité. Ces deux éléments ne peuvent pas être reliés par les principes d'identité et de contradiction, mais par la disjonction affirmative, qui est saisie à la fois par une relation intérieure et par une relation extérieure parce qu'elle implique l'élément contingent. C'est dire que la puissance ne se déduit plus de l'acte. Au contraire, l'acte surgit au sein de la puissance. L'extériorité des relations en tant que protestation vitale contre les principes veut dire que cette protestation est contre la domination de l'acte ou de l'énergie aristotélicienne. Elle envisage de libérer la puissance de l'acte aristotélicien. En somme, la substance aristotélicienne est un principe et une cause première. Le terme « substance » implique la relation nécessité. En ce sens, elle est un sujet connaissant incluant la relation intérieure. La relation n'est pas extérieure à ces termes. Or, c'est précisément ce point que Deleuze critique. Si ce sujet aristotélicien poursuit son activité de connaissance, le dehors, le monde possible et l'activité pratique ne peuvent pas appartenir à lui. Dès que la substance est établie comme le premier principe immuable et éternel, le monde devient celui de la connaissance, et le changement, le mouvement, le devenir et la pratique seront indûment dévalorisés. À travers la théorie de substance, Aristote a essayé d'établir une suprématie de l'intelligible par rapport au sensible. Ce dernier est dévalorisé en tant qu'indéterminé, ce qui n'est qu'à l'état de simple possibilité, et non point à l'état de réalité complète, c'est ce qu'on doit précisément appeler l'indéterminé. 43. Ainsi, il a créé un abîme entre l'entité éternelle et le monde sensible.
C'est ce que Deleuze a mis en cause par le concept de l'extériorité des relations, selon laquelle la relation se forme au milieu, dans le processus du devenir. L'enjeu de l'extériorité des relations, c'est d'incorporer l'élément contingent dans la nécessité logique, ce qui nous mène en même temps à la réconciliation de l'intelligible et du sensible. À la différence de la nécessité aristotélicienne, celle de Deleuze n'est pas ce qui ne peut pas être autrement. Elle est la nécessité contingente. Deleuze va l'exprimer comme consistance, qui implique toujours une possibilité de se changer dans une nouvelle conjoncture. Le cogito cartésien est un autre exemple d'un tel premier principe. Descartes a un point commun avec Aristote dans la mesure où il cherche le premier principe d'après lequel s'établit la connaissance qui n'est pas fausse 44. Descartes conserve le schème aristotélicien de sujet-prédicat. Il définit la substance. Lorsque nous concevons la substance, nous concevons seulement une chose qui existe en telle façon qu'elle n'a besoin que de soi-même pour exister 45. Cette définition cartésienne de la substance dérive de celle d'Aristote. Substance, c'est le sujet dernier, qui n'est plus l'attribut de quoi que ce soit. Comme nous l'avons vu, c'est cette nature exclusive de la substance qui constitue un fondement du jugement de vrai et de faux, ou du jugement d'identité et de contradiction. Ce qui est mis en cause par l'extériorité des relations, c'est cette nécessité interne de la substance et en dernière instance de Dieu. Le premier principe de Descartes et d'Aristote est conçu comme n'étant que son moi individuel, sans rapport avec aucun autre particulier. L'extériorité des relations problématise un tel isolement du premier principe. La substance ou la chose qui pense n'est qu'un terme, un particulier. Cependant, en la séparant du sensible, Aristote et Descartes l'ont indûment généralisé, afin d'assurer l'éternité de Dieu ou l'immortalité de notre âme en tant qu'intelligible. Dans ce processus, le sensible a été dévalorisé au nom de l'intelligible, ou l'âme immortelle, parce qu'il risque de nous amener à la faute. Selon Descartes, Dieu n'est la cause que de ce qui est vrai. Toutes les choses fausses viennent du néant. De plus, le système cartésien admet la pensée et la matière, corps, toutes les deux comme substances existant exclusivement l'un l'autre, ce qui provoque une séparation désastreuse du corps et de l'esprit. C'est pourquoi Deleuze dit que l'extériorité des relations est une protestation vitale, contre les principes, qui jugent la vie au nom de valeurs supérieures. En d'autres termes, il conteste la suprématie de la théorie ou de la connaissance sur la pratique. Aristote considère la substance comme la cause ultime, tandis que Descartes saisit la chose qui pense comme fondement de sa pensée. D'après Descartes, le premier principe doit être clair et distinct, et l'on doit le poser comme base de la suite de sa pensée. Voici la fameuse formule du cogito. Ainsi, en considérant que celui qui veut douter de tout ne peut toutefois douter qu'il ne soit pendant qu'il doute, et que ce qui raisonne ainsi en ne pouvant douter de soi-même et doutant néanmoins de tout le reste, n'est pas ce que nous disons être notre corps, mais ce que nous appelons notre âme ou notre pensée, j'ai pris l'être ou l'existence de cette pensée pour le premier principe. 46. Pour Descartes, l'existence de la chose qui pense est le premier principe, d'où il déduit l'existence de Dieu comme source de toute vérité. À partir de je pensant comme l'attribut, il infère l'existence, substance, de je pensant. Ensuite, il a cru qu'il pouvait prouver l'existence nécessaire de Dieu comme substance ultime. Ainsi, la logique cartésienne est soutenue par la causalité comme nécessité interne. Dieu comme substance et cause ultime, je pensant comme substance, représentant ce Dieu, et je pensant comme l'attribut et l'effet de ces derniers. Descartes maintient le schème aristotélicien de sujet-prédicat, substance-attribut, et ce schème est soutenu par la causalité en tant que nécessité interne impliquée dans la substance. Dans cette causalité, il existe une hiérarchie. C'est dire que la substance en tant que cause est supérieure à l'attribut en tant qu'effet, ou phénomène 47. Or, c'est cette causalité comme nécessité interne qui est mise en cause par l'extériorité des relations. Comme nous le verrons, Hume a vu pour la première fois que les concepts tels que substance et causalité ne sont qu'une liaison de faisceaux de perception, et que nous ne pouvons pas les emprunter afin d'inférer du monde empirique l'existence de Dieu comme cause ultime de la création du monde. Si l'existence de Dieu est douteuse, l'existence du sujet pensant, chose qui pense, devient aussi douteuse. D'où une tâche de la philosophie moderne. Comment relier le sensible au transcendantal sans tomber ni dans le dogmatisme ni dans le scepticisme? C'est la problématique que Deleuze a posée comme l'empirisme transcendantal.
C'est dans ce contexte qu'il introduit l'extériorité des relations. Du point de vue de cette dernière, le sujet pensant cartésien n'est pas une cause, mais au contraire, il est un effet qui se forme au sein de données indéterminées. Chez Descartes, ce sujet pensant en tant que terme inclut en dernière instance les relations, causalité, si bien que ces dernières ne sont pas extérieures à leur terme. Cette position cartésienne fait contraste avec celle de Russell. D'après ce dernier, il n'y a pas d'éléments à l'intérieur d'un terme en vertu desquels ce terme aurait la relation qu'il se trouve avoir avec un autre terme. Il faut au contraire admettre l'existence de termes absolument simples et de relations purement extérieures, de termes qui ne contiennent pas de relations et de relations qui ne se déduisent pas des termes 48. Comme la substance d'Aristote, dans la pensée cartésienne, le cogito fonctionne comme le premier principe ou la première cause, de laquelle est déduite la connaissance de toutes les autres choses. Le cogito forme chez Descartes un fondement de la véracité de tout le reste. Ce fondement est soutenu par la preuve rationnelle de l'existence nécessaire de Dieu. Or Kant a mis en cause une telle preuve rationnelle de Dieu. Comme nous le verrons, Deleuze l'a développé comme les fondements, effondrement du fondement. Il y a un cercle vicieux entre la chose qui pense et le Dieu dont cette chose prouve l'existence. Ainsi, ce qui est mis en cause, c'est en général ce fondement rationnel, principe, lui-même. Il est impossible de commencer la philosophie sans présupposer aucun élément indéterminé. Par exemple, le cogito cartésien présuppose déjà 3 éléments indéterminés, pensée, être, je 49. Le concept philosophique n'est rien d'autre que consistance de ces éléments indéterminés. Le concept comme détermination ne se fait qu'au milieu des indéterminés. Or, le sujet cartésien est un sujet connaissant. Dans le monde cartésien, il n'y aura pas de place pour l'indéterminé, c'est-à-dire le dehors, le monde possible, et l'objet impensable. Comme chez Aristote, dès que le sujet pensant est établi comme premier principe clair et distinct, le monde devient celui de la connaissance. Il est dominé par la logique de la nécessité interne, et ce que cette logique ne peut pas maîtriser est considéré comme non essentiel. En fin de compte, Descartes pense que l'homme en tant qu'esprit représentant l'existence de Dieu comme l'idée innée, peut distinguer le vrai du faux, de sorte qu'il peut sortir du monde du sensible ou de la bête, qui devrait nous amener à la faute et devenir l'âme immortelle, assimilable à Dieu parfait et infini. Or, comme nous le verrons, ce que Deleuze va mettre en cause comme jugement de Dieu, c'est ce schème dualiste et hiérarchique du Dieu parfait et infini et de l'homme défectueux et fini 50. La distinction du vrai et du faux dérive de cette distinction du Dieu parfait et infini et de l'homme défectueux. L'extériorité des relations répudie ce schème représentatif. La dichotomie du vrai et du faux ne concerne que la proposition, sujet-prédicat. Or, il faut relativiser la nécessité interne impliquée dans une proposition. Cette dernière n'est qu'un terme, et la relation se forme entre les propositions. D'où les concepts deleuziens tels que singularité et événement expriment un sens extra-propositionnel. Ils deviennent en acte non par la nécessité interne de Dieu, mais par l'intermédiaire de contingences parmi de multiples singularités ou événements virtuels. C'est pourquoi la nécessité impliquée dans une singularité ou un événement n'est pas la nécessité interne, mais la nécessité contingente, contenant virtuellement d'autres singularités ou événements. Elle n'est pas une substance éminente, acte, qui n'a besoin que de soi-même pour exister comme c'était le cas chez Aristote et Descartes, mais se réjouit d'être un parmi de multiples puissances. Dans Empirisme et subjectivité, Deleuze compare Kant à l'empirisme. D'abord, il s'agit de la redéfinition de l'empirisme. Comme nous l'avons déjà vu, Deleuze a posé la proposition suivante comme la plus cruciale pour la définition de l'empirisme. Les relations sont extérieures à leurs termes. Les relations ne dérivent pas des termes, idées. Elles sont l'effet des principes d'association, des principes de la nature humaine. Le donné a à son tour 2 sens. Est donné la collection des idées, l'expérience. Mais aussi est donné dans cette collection le sujet qui dépasse l'expérience, sont données les relations qui ne dépendent pas des idées. C'est dire que l'empirisme ne se définira vraiment que dans un dualisme. La dualité empirique est entre les termes et les relations, ou plus exactement entre les causes de perception et les causes des relations, entre les pouvoirs cachés de la nature et les principes de la nature humaine. Seul ce dualisme considéré sous toutes ses formes possibles peut définir l'empirisme,
et le présenter dans cette question fondamentale: comment le sujet se constitue-t-il dans le donné étant le produit des pouvoirs de la nature, et le sujet, le produit des principes de la nature humaine 51. Ainsi, selon l'empirisme, les relations ne dérivent pas des termes. Au contraire, on appellera non empiriste toute théorie selon laquelle, d'une façon ou d'une autre, les relations découlent de la nature des choses 52. En ce sens, le criticisme n'est pas un empirisme, parce que chez Kant, les relations dépendent de la nature des choses en ce sens que comme phénomène, les choses supposent une synthèse dont la source est la même que celle des relations 53. Les choses, à savoir les termes, sont conçues comme de simples représentations, et non comme des choses en soi. Selon cette théorie de l'idéalisme transcendantal, le temps et l'espace en tant que relations sont aussi des formes sensibles de notre intuition et non des déterminations données par elles-mêmes ou des conditions des objets considérés comme choses en soi 54. Ainsi, le temps et l'espace comme relations et les choses comme termes supposent tous les deux la même synthèse de la représentation. Chez Hume, le sujet est rapporté aux données. L'esprit est confié à la nature. Chez Kant, il faut renverser le problème, rapporter le donné au sujet, concevoir l'accord comme un accord du donné avec le sujet. Parce que le donné n'est pas une chose en soi, mais un ensemble de phénomènes, ensemble qui ne peut être présenté comme une nature que par une synthèse a priori, laquelle ne rend possible une règle des représentations dans l'imagination empirique qu'à la condition de constituer d'abord une règle des phénomènes dans cette nature elle-même 55. Ainsi, chez Kant, les relations dépendent de la nature des choses en ce sens que comme phénomène, les choses supposent une synthèse dont la source est la même que celle des relations. C'est dire que les relations ne sont pas extérieures à leurs termes. Certes, Kant a introduit le temps dans le cogito cartésien, ce que Deleuze estime beaucoup. Nous reviendrons sur ce point. Mais ce n'était pas suffisant, parce que dans la problématique kantienne il reste des caractères extrinsèques. Selon Deleuze, les trois moments de la problématique, à savoir l'indéterminé, le déterminable et la détermination doivent être rendus à la différence interne. C'est dire que ces trois moments restent distingués mais en même temps inséparables, tandis que chez Kant, les deux éléments du déterminable et de la détermination restent extrinsèques. Bien que l'indéterminé bénéficie de l'objectivité problématique interne, le déterminable et la détermination restent séparés extrinsèquement, en ayant la même source, à savoir la représentation 56. En d'autres termes, le temps en tant que forme du déterminable ne sert qu'au concept comme possibilité logique. Or, chez Deleuze, le temps comme forme du déterminable constitue la différence interne avec l'indéterminé et la détermination. Cette différence interne chez Deleuze correspond paradoxalement à l'extériorité des relations, parce qu'elle est conçue en dehors du sujet pensant. Une des critiques de Hegel à l'égard de Kant, c'est que chez Kant l'absolu est séparé du fini. Au contraire, l'absolu pour Hegel ne s'oppose pas au fini. Il est quelque chose qui n'existe ni au-delà du fini, ni au fond du fini. C'est quelque chose qui englobe le fini au sein de lui-même. L'absolu se réalise lui-même à travers le changement du fini. Le vrai est le tout. Mais le tout n'est que l'essence s'achevant par son développement 57. Si on considère l'absolu comme relation et le fini comme terme, chez Hegel, les relations sont encore intérieures à leur terme, bien que ce ne soit pas le même sens que celui de Kant. Dans la logique, Hegel explique cette idée en utilisant les concepts comme mauvais infini, schlecht oder negative Unendlichkeit, et vrai infini, wahr Unendlichkeit. Le mauvais infini, saisi comme substance, est un infini qui s'oppose au fini. Au contraire, le vrai infini, saisi comme sujet, est un infini qui englobe le fini au sein de lui-même. Il s'agit de saisir le vrai comme sujet. Tout dépend du fait de saisir et d'exprimer le vrai, non comme substance, mais tout autant comme sujet 58. Selon Hegel, l'absolu est ordinairement saisi comme l'infini qui s'oppose au fini, à savoir comme le mauvais infini. Mais un tel absolu n'est pas l'absolu authentique, parce qu'il permet l'existence du fini en dehors de lui-même. Si le fini existe en dehors de l'absolu, celui-ci est déterminé par celui-là. Si l'absolu est déterminé par l'autre chose, ce n'est plus l'absolu, mais c'est le fini. C'est pourquoi Hegel pense que l'absolu doit être le vrai infini. Ce dernier n'est pas opposé au fini, mais l'englobe au sein de lui-même. L'absolu ou le vrai infini se réalise à travers le changement du fini,
c'est-à-dire que le vrai infini englobe tout au sein de lui-même. Il n'est ni simplement le fini, ni l'infini comme mauvais infini. Il est plutôt une synthèse des deux notions. En d'autres termes, chez Hegel, l'absolu est une synthèse du particulier et de l'universel. L'absolu n'existe pas séparé du fini, il englobe le changement du fini au sein de lui-même. Ainsi, chez Hegel, si on considère l'absolu comme relation et le fini comme terme, la relation n'est pas extérieure à ces termes. L'absolu se réalise au sein de tous les finis. D'après Hegel, l'universel qui englobe le particulier est le vrai universel. Nous pouvons voir facilement qu'un tel point de vue est contraire à la théorie de l'extériorité des relations. François Zourabichvili décrit très bien ce point de l'autre point de vue, à savoir la négation et la contradiction comme la relation dialectisée. Chez Hegel, il n'y a donc de rapport de force que sur le mode de la contradiction. Or un tel concept de relation est incompatible avec l'idée d'une rencontre radicale puisque la négation comme moteur implique que l'autre soit déjà compris dans chaque terme comme tout ce qu'il n'est pas, donc que l'identité d'un tout soit donnée d'abord. La différence dans la relation dialectique n'est pensable qu'en fonction du tout comme présupposé implicite. Les relations sont intérieures au tout. En poussant la différence jusqu'à la contradiction, Hegel la subordonne à l'identique 59. Quand Russell a introduit sa théorie de l'extériorité des relations, son principal adversaire était Bradley, un néo-hegelien. Et nous savons que depuis Nietzsche et la philosophie, Hegel a été pour Deleuze un des principaux adversaires. 3. La généalogie de l'extériorité des relations. Nous avons vu quelques adversaires de l'extériorité des relations. Les rationalistes et les idéalistes ont tendance à s'opposer à cette théorie, parce qu'ils croient à la nécessité interne, c'est-à-dire qu'ils croient que la nécessité dérive de la nature de la raison, tandis que les empiristes et les réalistes sont en sa faveur parce qu'ils croient que la nécessité surgit en dehors de la raison humaine. Pour Deleuze, successeur de ces derniers, l'extériorité des relations est un outil afin de prendre au sérieux la contingence et l'inconscient. Avant que nous examinions la portée de l'extériorité des relations dans la philosophie deleuzienne, nous allons voir quelques précurseurs de cette théorie. Tout d'abord, Hume est le vrai précurseur de l'extériorité des relations. Rappelons-nous que Deleuze définit l'empirisme de Hume par la dualité des relations et des termes. C'est à Hume qu'il revient d'avoir brisé la forme contraignante du jugement d'attribution, rendant possible une logique autonome des relations, découvrant un monde conjonctif d'atomes et de relations, dont on trouvera le développement chez Russell et dans la logique moderne. Car les relations sont les conjonctions elles-mêmes soissantes. Comme nous l'avons vu, non-empiriste est défini comme toute théorie selon laquelle, d'une façon ou d'une autre, les relations découlent de la nature des choses. Or, Hume s'oppose clairement à cette théorie non-empiriste. Comme le pouvoir par lequel un objet en produit un autre n'est jamais discernable à partir de leur idée seule, nous sommes évidemment avertis des relations de cause à effet par expérience et non par quelque réflexion ou raisonnement abstrait. Il n'y a pas un seul phénomène, même le plus simple, qui puisse s'expliquer par les qualités des objets telles qu'elles nous apparaissent, ou que nous puissions prévoir sans l'aide de notre mémoire et de notre expérience 61. En d'autres termes, une cause n'est pas un attribut d'un certain objet, ni le résultat de notre raisonnement. En tant que relation, elle nous vient depuis l'extérieur de notre raisonnement. Commençons par le principe de différence chez Hume, parce que celui-ci fonctionne comme présupposition pour l'extériorité des relations. Le principe de différence est comme suit. Tous les objets qui sont différents sont discernables et tous les objets discernables sont séparables par la pensée et l'imagination 62. L'objet dans cette citation peut être paraphrasé comme perception, impression et idée. Hume note que cette perception n'est jamais dérivée de l'esprit ou de la substance pensante 63. Dans le traité, il répète ce principe de différence à plusieurs reprises. Il nous semble que c'est un des points cruciaux dans le traité. En quoi est-il important pour l'extériorité des relations ? Ce principe de différence signifie que, au sein de leur relation mutuelle, chacun de ces éléments, idée, perception, impression, demeure extérieur aux autres. La nature, objet de la physique, est part extra part 64. Jusqu'ici, c'est le même point de vue que le monde extensif cartésien. Mais chez Hume,
Il n'existe pas de corps physique du point de vue de l'entendement. Seules les perceptions existent réellement, et Hume leur applique le principe de différence. C'est ce que veut dire Deleuze quand il affirme que la philosophie de Hume est un physicalisme 65. Il nous semble que cette proposition que chaque objet existe mutuellement à l'extérieur des autres objets suffit pour introduire l'extériorité des relations. Parce que dans cette condition-là, la relation n'est qu'extérieure. Avec ce principe de différence, Hume détruit la certitude de la substance pensante d'où découle la nécessité logique. Cette dernière n'est pas la qualité d'une idée, terme, mais elle est quelque chose que nous sentons entre les termes. Descartes a confondu l'identité avec la relation. En d'autres termes, il pense que je pensant est le premier terme d'où la nécessité logique découle. La nécessité logique est conçue comme l'attribut du je pensant. Or pour Hume, une telle identité continue est une fiction, parce que toutes les perceptions et les idées sont discontinues. L'opinion d'une existence continue et distincte ne provient jamais des sens 66. Selon Hume, la philosophie nous informe que tout ce qui apparaît à l'esprit n'est rien que perception et n'a qu'une existence interrompue et dépendante de l'esprit. L'image même qui est présente au sens est pour nous le corps réel. C'est à ces images discontinues que nous attribuons une parfaite identité 67. Nous avons une propension à unir ces apparences détachées, mais c'est seulement par la fiction d'une existence continue. Notre raison ne nous donne pas l'assurance de l'existence continue et distincte des corps. Cette opinion, il faut l'attribuer entièrement à l'imagination 68. Ainsi pour Hume, chaque perception interrompue, différente et séparable des autres perceptions, est le seul objet que la raison assure. Avec ce principe de différence, Hume détruit aussi une maxime générale en philosophie selon laquelle tout ce qui commence à exister doit avoir une cause de son existence. Puisque toutes les idées distinctes sont séparables les unes des autres et que les idées de la cause et de l'effet sont évidemment distinctes, nous concevrons aisément qu'un objet n'existe pas à un moment et qu'il existe au moment suivant sans y joindre l'idée d'une cause ou d'un principe producteur. Donc l'imagination peut évidemment séparer l'idée de cause de l'idée de commencement d'existence 69. Ainsi, d'après Hume, on ne peut démontrer la nécessité d'une cause. Toute certitude naît d'une comparaison d'idées et de la découverte de relations, avec l'aide de l'expérience et de la mémoire. Elle ne dérive jamais de la substance, terme ultime ou bien du premier principe. Dans un tel contexte, la nécessité n'est plus assurée par le je pensant comme premier principe. La nécessité est donc l'effet de cette observation. Elle n'est rien qu'une impression intérieure de l'esprit, une détermination à porter nos pensées d'un objet à l'autre. Si nous ne la considérons pas sous ce jour, nous ne pourrons jamais arriver à en avoir une notion, même la plus lointaine. Nous serons incapables de l'attribuer aux objets extérieurs ou intérieurs, à l'esprit ou au corps, aux causes ou aux effets 70. Nous pouvons paraphraser cette nécessité en utilisant le mot de vérité ou de logo. L'extériorité des relations chez Hume implique la critique aiguë de la vérité ou du logo. À partir de là, même l'identité de la personnalité est mise en cause. Pour ma part, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi, je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment sans une perception, et je ne peux rien observer que la perception. Quand mes perceptions sont écartées pour un temps, comme par un sommeil tranquille, aussi longtemps je n'ai plus conscience de moi et on peut dire vraiment que je n'existe pas 71. Ainsi, les hommes ne sont rien qu'un faisceau ou une collection de perceptions différentes qui se succèdent les unes aux autres avec une rapidité inconcevable et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel 72. De même, Deleuze considère l'homme comme collection de singularités impersonnelles. Deleuze dit aussi que croire à ce monde, c'est croire à ses possibilités en mouvement et en intensité. Sur ce point de la négation de l'identité de la personnalité, Hume est encore le précurseur de Deleuze. Il nous semble que la distinction de la relation et de ses termes se réduit à celle de l'imagination et de la raison, qui correspond aussi à celle de la nature humaine et de la nature chez Hume. Descartes a eu la perception du je pensant, qu'il a installé comme premier principe assurant l'identité et la nécessité. Mais selon Hume, ce que Descartes a conçu comme l'identité du je n'est que la relation entre les perceptions.
Cette relation n'est pas identifiée par la raison. Elle est seulement conçue, dans l'imagination. Les principes d'association de Hume sont ainsi des principes de l'imagination. Chez Descartes, il n'y a pas de distinction entre l'imagination et la raison. C'est pourquoi il a confondu l'identité avec la relation. Hume dit que la relation est un effet des principes de la nature humaine, à savoir des principes d'association. Quand donc l'esprit passe de l'idée ou de l'impression d'un objet à l'idée d'un autre et qu'il croit en l'existence de celui-ci, ce n'est pas la raison qui le détermine. Ce sont certains principes qui associent les unes aux autres les idées de ces objets et qui les unissent dans l'imagination 73. Hume affirme que les seuls principes généraux qui associent les idées sont la ressemblance, la contiguïté et la causalité. Ces dernières sont indépendantes de la nature, c'est-à-dire de la perception, de l'idée ou du terme. C'est cela, la dualité de la relation et des termes chez Hume. C'est surtout au sujet de la causalité qu'il affirme vivement l'extériorité des relations. D'abord, Hume énumère 7 genres différents de relations philosophiques. Ressemblance, identité, relation de temps et de lieu, rapport de quantité ou de nombre, degré de qualité, contrariété et causalité. Il divise ces relations en 2 classes. Celles qui dépendent entièrement des idées que nous comparons les unes aux autres et celles qui peuvent varier sans aucune variation des idées 74. La relation de contiguïté et distance entre 2 objets, et celle de l'identité et la causalité sont incluses dans cette 2e classe. Dans la citation suivante, Hume définit la causalité comme la relation extérieure. Comme le pouvoir par lequel un objet en produit un autre n'est jamais discernable à partir de leur idée seule, nous sommes évidemment avertis des relations de cause à effet par expérience et non par quelques réflexions ou raisonnements abstraits 75. Dans le cas de la substance aristotélicienne et du cogito cartésien, tout découle de ces idées en tant que premier principe. Au contraire, chez Hume, le principe d'association, ce n'est pas la qualité d'une idée, à savoir un terme, mais celle de la nature humaine dont la relation est un effet. Un peu plus loin, Hume réaffirme ce caractère externe de la causalité. Il examine minutieusement 2 objets quelconques que nous appelons cause et effet, afin de découvrir l'impression qui produit une idée d'importance aussi prodigieuse, à savoir la causalité. À première vue, je perçois que je ne dois la chercher dans aucune des qualités particulières des objets, car quelle que soit celle de ces qualités que je choisisse, je découvre un objet qui n'en est pas doté et qui pourtant tombe sous la dénomination de cause ou d'effet 76. L'idée de causalité doit donc se tirer de quelques relations entre les objets. Admettons que 2 objets se présentent à nous, dont l'un est la cause et l'autre l'effet. À la simple considération de l'un de ces objets ou des 2, nous ne percevrons jamais le lien qui les unit, nous ne serons jamais capables d'affirmer qu'il y a une connexion entre eux. Ce n'est donc pas d'après un cas unique que nous arrivons à l'idée de la cause et de l'effet, de connexion nécessaire, de pouvoir, de force, d'énergie et d'Eicas 77. Ce qui nous fait constater une connexion entre les causes et les effets, c'est une expérience qui est extérieure aux idées de cause et d'effet. Nous n'avons jamais conscience d'une connexion entre les causes et les effets, et que c'est seulement notre expérience de leur constante conjonction qui nous permet de parvenir à la connaissance de cette relation 78. Enfin, Hume donne de la causalité 2 définitions jointes, comparaison de 2 idées, association, inférence qui les unit. Celle-là est considérée comme la causalité en tant que relation philosophique, comparaison, et celle-ci en tant que relation naturelle, association. La causalité est la relation extérieure non seulement dans le cas de la comparaison, mais aussi dans le cas de l'inférence. La conclusion tirée d'un objet présent à sa cause ou son effet absent ne se fonde jamais sur des qualités observées par nous dans cet objet considéré en lui-même. En d'autres termes, on ne peut déterminer autrement que par expérience ce qui résultera d'un phénomène donné ou ce qui l'a précédé 79. Nous avons vu comment Hume était le précurseur de l'extériorité des relations. Tout d'abord, il y a un principe de différence dont découle naturellement l'extériorité des relations. Hume propose la dualité de la nature et de la nature humaine, le principe d'association, ou bien la dualité des termes et des relations. Cette distinction correspond à la distinction entre la raison et l'imagination. Il est contre l'opinion selon laquelle la relation découle d'une idée, à savoir que la relation est une qualité d'une idée.
La relation surgit entre les idées, termes. Elle est extérieure à ces termes. Il est évident que ce point de vue de Hume est tout à fait contraire au cogito, le sujet pensant qui sert au fondement dans la pensée cartésienne. Il n'existe pas de distinction entre la raison et l'imagination dans le cogito cartésien. Le cogito fonctionne comme le premier principe, et c'est à celui-ci que Hume s'oppose. Deleuze partage entièrement le point de vue de Hume quand il affirme « On a le don d'étouffer toute vie en cherchant et en posant un premier principe abstrait. En fait, le premier principe est toujours un masque, une simple image, ça n'existe pas. Les choses ne commencent à bouger et à s'animer qu'au niveau du deuxième, troisième, quatrième principe, et ce ne sont même plus des principes. Les choses ne commencent à vivre qu'au milieu 80. Mais Deleuze pense que l'empirisme laisse extérieur le séparé 81. Pour Deleuze, les principes d'association de Hume ne sont pas suffisants. C'est pourquoi il a cherché la condition pour connecter les différents, tout en les laissant distinguer. Paradoxalement, Deleuze va transformer cette extériorité des relations en relations internes, plus précisément en relations créatrices. L'intensité est ce concept de la différence intérieure, dont la source est, comme nous le verrons, la distinction formelle de Duns Scotus. Or déjà, chez Hume, les principes de la passion sont absolument premiers. Les relations trouvent leur direction, leur sens dans la passion. L'association suppose des buts, des intentions, des occasions, toute une vie pratique, une affectivité 82. Chez Hume, il y a les idées, et puis les relations entre ces idées, relations qui peuvent varier sans que les idées varient, et puis les circonstances, actions et passions qui font varier ces relations 83. En d'autres termes, la relation de Hume ne concerne pas le sujet de la connaissance, mais celui de l'action et de la passion. La connaissance n'est qu'extensive, tandis que l'intensité est le principe d'action et de passion, en exprimant l'unité intérieure d'un mouvement. Une des idées les plus importantes de Hume, et qu'il fera valoir particulièrement contre la possibilité de toute cosmologie et de toute théologie, c'est qu'il n'y a pas de connaissance intensive, il n'y a de connaissance possible qu'extensive, entre des partiels 84. Ainsi, la théorie de l'extériorité des relations devient la relation interne et créatrice, qui est liée en dernière instance à l'action, la passion et la circonstance. Comme nous l'avons vu, les principes d'association chez Hume ne sont pas suffisants pour Deleuze, qui croit que l'empirisme laisse extérieur le séparé. C'est pourquoi il introduit des concepts comme l'intensité, le devenir et l'événement afin d'intérioriser la différence, en prolongeant le principe de passion chez Hume. C'est dire que ces concepts deleuziens ne concernent pas le sujet de la connaissance, mais le sujet de l'action qui dépasse les données. Cependant, cette théorie de l'extériorité des relations chez Hume reste quand même une des sources les plus importantes pour la logique deleuzienne du et, parce que Hume conçoit la relation en dehors des termes extensifs. En effet, bien que Deleuze ait intériorisé la différence en intensité, cette dernière est toujours ouverte à un élément contingent. C'est dire que l'individuation d'un degré d'intensité reste toujours soumise à la relation externe. Du point de vue du continuum de l'intensité, le rapport entre un degré d'intensité et ce continuum peut toujours être posé comme externe. Bertrand Russell est un autre auteur qui affirme l'extériorité des relations. Pour notre objet, la méthode scientifique en philosophie, or Knowledge of the External World, est le texte le plus pertinent. Dans ce texte, Russell s'oppose à la théorie de Bradley, néo-hegelin de son époque. Selon ce dernier, ce qui est réel est un tout indivisible, qui est appelé l'absolu. La relation n'est qu'une apparence et contient une autocontradiction. Bradley dit qu'il faut deux termes mutuellement liés, afin que la relation soit constituée. Si la relation a quelque chose à voir avec les qualités, dès lors nous aurons recours évidemment à une nouvelle relation pour les relier. Ainsi il faut chercher sans cesse une nouvelle relation 85. La relation que Bradley présuppose ici est la relation intérieure, à savoir la relation incluse dans l'essence ou la qualité des termes. La relation intérieure, dépendant de ces termes, ne peut pas exister objectivement. Au contraire, Russell conçoit la relation extérieure, sachant qu'U2 essaie de libérer la relation de ces termes, et de la traiter comme quelque chose qui existe d'une façon formelle. Chez Russell, il s'agit non moins de l'extériorité des relations que de la nouvelle logique des relations. Cette dernière montre la possibilité de l'alternative qui n'a pas été conçue,
plutôt que l'impossibilité qui semble prima facie possible. Ainsi, tandis qu'elle offre à l'imagination ce que le monde peut être, elle se refuse à légiférer sur ce que le monde est. 86. D'après Russell, Bradley a inventé une théorie selon laquelle, dans tous les jugements, nous réduisons un prédicat à la réalité en tant que tout. Cette théorie vient de Hegel. La logique traditionnelle considère la proposition comme l'attribution d'un prédicat à un sujet, ce qui permet de passer aisément à l'idée qu'il n'y a jamais qu'un sujet, à savoir l'absolu. Ainsi la doctrine de Hegel provient de la croyance traditionnelle à l'universalité de la forme sujet, prédicat 87. Or, pour la nouvelle logique, ce qui est important, c'est la forme ou la dualité de la forme et des constituants. 88. La forme donc diffère des constituants, elle n'est que la liaison, l'agencement sous lequel figurent les constituants dans une proposition. C'est dans ce sens que la logique philosophique n'a pour objet que la forme des propositions et des inférences. 89. Selon Russell, dans toute inférence, la forme seule est essentielle. Le sujet matériel particulier n'a aucune importance sauf comme élément pour assurer la vérité des prémices. Dans Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. La connexion des prémices et de la conclusion ne dépend en aucune façon de Socrate, de l'homme ou de la mortalité sur lesquels j'opère. La forme générale de l'inférence pourrait aussi bien s'exprimer dans les termes suivants. Lorsqu'une chose possède certaines propriétés et que tout ce qui possède cette propriété a également une autre propriété, cette chose alors possède cette autre propriété. 90. Ici, aucune chose ou propriété particulière n'est mentionnée. La proposition est absolument générale. La logique traditionnelle a cru qu'il existait seulement une forme de proposition simple, à savoir la proposition sujet-prédicat. C'est la forme appropriée pour affirmer les qualités d'une chose, par exemple nous pourrons dire « cette chose est ronde, rouge, etc. » Mais d'après Russell, cette forme n'est pas philosophiquement universelle. Quand nous disons « ceci est plus grand que cela », ce n'est pas la propriété de ceci que nous affirmons, mais une relation de ceci à cela. Il suffit donc de propositions établissant une relation entre deux choses pour qu'elles diffèrent quant à la forme des propositions sujet, prédicat 91. La logique traditionnelle, comme elle affirme que toutes les propositions sont de la forme sujet-prédicat, ne peut pas admettre la réalité des relations. Ces dernières, soutient-elle, doivent se réduire aux propriétés des termes apparemment en relation. Afin de contredire ce type d'argument, Russell introduit la relation asymétrique, 92. Prenons un exemple de la relation frère ou sœur. Si A est frère ou sœur de B, B est frère ou sœur de A, ce type de relation est appelé symétrique. Une relation est symétrique si, quand elle est valable entre A et B, elle est aussi valable entre B et A. Une relation est appelée asymétrique quand si elle est valable entre A et B, elle n'est jamais valable entre B et A. Ainsi, époux, père, grand-père, etc. sont des relations asymétriques. C'est la même chose pour avant, après, plus grand, au-dessus, à la droite de, etc. Dans le cas de la relation symétrique, la relation peut être réduite au prédicat. Mais en ce qui concerne les relations asymétriques comme avant et après, plus et moins, etc., il est évidemment impossible de les réduire aux propriétés. Les relations asymétriques sont en rapport avec toutes les séries, dans l'espace et le temps, le plus et le moins, le tout et la partie, etc. Tous ces aspects, la logique qui réduit tout au sujet et au prédicat ne peut pas les expliquer. Ainsi, d'après Russell, le premier pas pour améliorer la logique traditionnelle, c'est d'admettre la réalité ou l'extériorité des relations. Il s'agit de la croyance à quelque chose qui persiste indépendamment de notre conscience et qui se fait connaître par la sensation 93. Le troisième précurseur de l'extériorité des relations est Whitehead. À propos de Hume, nous avons dit que Deleuze a transformé la relation extérieure en relation interne. Par commodité, nous appelons interne la relation de Deleuze et Whitehead, et intérieure, celle des auteurs que Deleuze a critiqués. Dans le cas de la relation intérieure, l'idée en tant que terme absorbe la relation en lui, tandis que dans le cas de la relation interne, il ne s'agit plus de l'idée, mais de l'événement qui est extérieur à l'idée. Dans le cas de la relation intérieure, la relation inclut les termes qui sont extérieurs l'un l'autre, tandis que dans le cas de la relation interne, la relation inclut les termes qui s'impliquent l'un l'autre. En ce sens,
cette relation interne est liée à la différence intérieure et intensive, tandis que la relation intérieure critiquée par Deleuze est liée à la différence extrinsèque. Or, Whitehead propose l'événement comme différence intérieure. En ce sens, il s'agit d'une relation interne. Mais en même temps, l'événement est aussi en rapport avec l'extériorité des relations, parce que les événements, à savoir cette différence interne, ont une relation asymétrique avec un terme actuel quelconque. Bref, la relation intérieure que Deleuze a critiquée est liée à la quantité extensive, tandis que la relation interne de Whitehead et de Deleuze est en rapport avec la quantité intensive. Whitehead précise ainsi le motif de l'introduction de cette relation interne et intensive. Cette exposition de l'univers actuel en tant qu'étendue et divisible a laissé de côté la distinction entre l'espace et le temps. Il a en effet omis le processus d'actualisation qui est l'ajustement des activités synthétiques en vertu desquelles les divers événements deviennent eux-mêmes réalisés. 94. Whitehead a essayé de concevoir la formation du temps sans la séparer de celle de l'espace, en tant qu'actualisation d'un événement. C'est dire que, comme pour Deleuze, la philosophie de Whitehead n'est pas une philosophie de la connaissance, mais une philosophie de la pratique. C'est pourquoi il parle de superjet, à savoir d'un sujet qui se dépasse lui-même, en construisant en même temps son propre continuum intensif et spatio-temporel. Whitehead est un des fondateurs de la logique symbolique. Il a co-rédigé avec Russell Principia Mathematica. Comme nous l'avons vu, la logique aristotélicienne convient à la vision du monde gouverné par le couple sujet-prédicat. Dans ce cas, le sujet correspond à la substance et le prédicat, à l'attribut. L'expression sujet-objet présuppose déjà la doctrine métaphysique de divers sujets qualifiés par leur prédicat particulier. Cette doctrine conçoit les sujets comme ayant chacun leur univers particulier d'expérience. Si ceci est admis, on ne peut pas échapper au solipsisme 95. Mais dans le système de la logique symbolique, tous les éléments reliés sont les propositions exprimées en symboles, et dès lors, la proposition désigne l'événement ou le processus plutôt que la substance. Selon la logique aristotélicienne de S et P, l'attribut P doit nécessairement être rattaché à S, tandis que selon la logique symbolique une qualité est saisie comme relation. C'est la raison pour laquelle la logique symbolique est aussi appelée logique des relations. Grâce à cette nouvelle logique, on peut concevoir le monde possible et la distinction entre le monde actuel et le monde possible, virtuel. Sur la base de cette logique, Whitehead a développé la philosophie de l'événement par laquelle Deleuze aurait été profondément inspiré. Contrairement à Russell, qui conserve la position de l'empirisme traditionnel, à savoir l'atomisme logique, Whitehead a conçu un monde organique où l'unité ultime de phénomènes naturels est l'événement. Un événement doit se rapporter à tout ce qui existe, et en particulier, à tous les autres événements. 96. Il y a une réalité intrinsèque et extrinsèque d'un événement, à savoir l'événement saisi dans ses propres préhensions, et l'événement saisi dans la préhension des autres événements. 97. Le concept d'un événement inclut donc le concept de l'interaction des événements. Le point de vue exposé ici est que les relations d'un événement sont intérieures en tant qu'elles concernent l'événement lui-même, c'est-à-dire qu'elles se constituent de ce que l'événement est en lui-même. 98. Ainsi Whitehead introduit la relation interne. Il opère d'abord un renversement de la philosophie cartésienne et de la physique newtonienne. Le subjectivisme cartésien dans son application à la science physique est devenu l'hypothèse newtonienne de l'existence individuelle de corps physiques, n'entretenant entre eux que des relations externes. Nous divergeons de Descartes, en soutenant que ce qu'il a décrit comme attribut premier des corps physiques, ce sont en réalité les formes de relations internes entre les occasions actuelles et à l'intérieur de celles-ci. Un tel changement dans la pensée marque le passage du matérialisme à l'organisme, comme idée de base de la science physique. 99. Ainsi Whitehead critique la Trinité, le matérialisme, le matériel comme la substance ultime, et la relation extérieure entre les portions de la matière. La philosophie matérialiste est incapable d'expliquer l'évolution sans. Or il n'exclut pas définitivement la relation externe. Il dispose à la fois de la relation interne et de la relation externe. Whitehead le précise ainsi.
les rapports d'un événement sont des relations internes en tant que cet événement est concerné. Mais ce n'est pas nécessairement le cas en tant que les autres termes relatifs, relata, sont concernés. Par exemple, les objets éternels, ainsi impliqués, ont des rapports extérieurs avec les événements. Les rapports intérieurs sont la raison de ce qu'un événement ne peut être trouvé qu'à l'endroit précis où il se trouve et tel qu'il est, c'est-à-dire dans un système défini de relations. Car chaque relation fait partie de l'essence de l'événement, de sorte qu'en dehors de ce rapport, l'événement ne serait pas lui-même. C'est la signification de la notion même des relations internes. Il était habituel, même universellement admis, de considérer que les relations spatio-temporelles sont extérieures. C'est cette doctrine-là que nous n'admettons pas ici 101. Whitehead poursuit l'analyse de la relation interne. D'après lui, le concept de relation interne entraîne la décomposition de l'événement en deux facteurs. D'une part l'activité substantielle de l'individualisation, et d'autre part le complexe des aspects, c'est-à-dire le complexe de la relation faisant partie de l'essence de l'événement donné, qui sont unifiés par cette activité individualisée. En d'autres termes, le concept de relation interne requiert le concept de substance en tant qu'activité synthétisant les relations dans son caractère émergent, extériorisé. L'événement est ce qu'il est, grâce à l'unification qui se fait en lui d'une multiplicité des relations. Le système général de ces relations réciproques est une abstraction qui présuppose chaque événement comme étant une entité indépendante, ce qu'il n'est pas en réalité, et demande quel résidu de ces relations composantes persiste alors sous forme de relations extérieures sans deux. C'est là que Whitehead introduit le processus de réalisation, qui est l'ajustement des activités synthétiques en vertu duquel les divers événements réalisent leurs individualités. La réalisation est le devenir du temps dans le champ d'extension. L'extension est le complexe des événements, considérés quant à leur virtualité. Dans la réalisation, le virtuel devient actuel. La temporalisation est une réalisation sans trois. Ainsi, d'après Whitehead, il ne faut pas concevoir l'espace séparément du temps. Le temps et l'espace est le continu extensif. L'organisme est un événement qui comprend dans son essence ses propres relations spatio-temporelles, aussi bien celles qui se trouvent à l'intérieur de lui-même que celles qui le dépassent, tout le long du continu spatio-temporel 104. En conséquence, les relations internes et externes sont considérées toutes les deux dans ce contexte. Whitehead décrit plus précisément la relation interne et la relation externe. Tout d'abord, il soutient que la compréhension de l'actualité requiert la référence à l'idéalité 105. L'actualité est l'occasion actuelle d'expérience, et le monde idéal est un domaine d'entités alternatives reliées par des rapports réciproques. Ce domaine est révélé par toutes les fausses propositions, à savoir l'art, le roman et la critique. Un événement est décisif proportionnellement à l'importance pour lui de ces fausses propositions. Pour ces entités transcendantes, Whitehead utilise le terme « objet éternel » au lieu de L' universel. L'objet éternel est abstrait, parce que ce que l'objet éternel est en lui-même, c'est-à-dire dans son essence, est compréhensible sans se référer à quelque occasion particulière d'expérience. Ainsi, le statut métaphysique d'un objet éternel est celui d'une possibilité pour une actualité 106. Il dépasse les occasions concrètes et particulières de ce qui se produit en réalité. Mais dépasser une occasion actuelle ne signifie pas en être détaché. Au contraire, je considère que chaque objet éternel est lui-même en relation étroite avec chaque occasion actuelle, que j'appellerais son mode d'ingression dans l'occasion concrète 107. Ainsi, un objet éternel doit être compris par les trois éléments suivants. I. Son individualité particulière. 2. Ses relations générales avec d'autres objets éternels aptes à se réaliser dans les occasions actuelles. Et 3. Le principe général qui exprime son ingression dans les occasions actuelles particulières. À ce propos, l'ingression est définie comme le mode de la connexion propre de l'objet éternel avec chaque occasion actuelle. Selon Whitehead, I et 2 sont considérées comme les relations internes, tandis que 3, la relation externe. Whitehead tire deux principes. Le principe premier est que chaque objet éternel est un individu qui est ce qu'il est d'une manière qui lui est propre. Cette individualité particulière est l'essence individuelle de l'objet. Sur ce point,
L'objet éternel de Whitehead a un point commun avec la monade leibnizienne et le concept deleuzien. Deuxièmement, l'essence d'un objet éternel est l'objet éternel considéré comme apportant sa propre contribution à chaque occasion actuelle. Ainsi, la situation métaphysique d'un objet éternel est celle d'une virtualité qui peut devenir une actualité sans huit. Ainsi, l'actualisation est la sélection parmi les possibilités. D'où découle le deuxième principe métaphysique. Un objet éternel, considéré comme une entité abstraite, ne peut pas être privé de ses rapports avec d'autres objets éternels, ni de ses rapports avec l'actualité en général, bien qu'il soit séparé de ses modes actuels d'ingression dans les occasions actuelles définies. En somme, chaque objet éternel possède une essence relationnelle sans neuf. En d'autres termes, si A est un objet éternel dans l'essence de A, il existe une détermination concernant ses relations avec les autres objets éternels, et une indétermination concernant ses relations avec les occasions actuelles. Comme les relations de A avec les autres objets éternels sont déterminées par l'essence de A, il en résulte que ce sont des relations internes, à savoir que ces relations se constituent de A, parce qu'une entité qui se trouve en relation interne n'a pas d'existence en tant qu'entité privée de ces relations. Ensuite, une entité ne peut se trouver en relation externe si dans son essence, il n'y a aucune indétermination qui soit patiente en attendant telles relations externes. La signification du terme possibilité, appliquée à A, est simplement que l'essence de A se prête à l'établissement de relations avec les occasions actuelles sans 10. Ainsi, le principe général qui exprime l'ingression de A dans l'occasion actuelle particulière, égale alpha, et l'indétermination qui est dans l'essence de A concernant son ingression en alpha, et la détermination qui est dans l'essence de alpha concernant l'ingression de A dans alpha. Tant qu'il n'y a pas d'ingression de A dans alpha particulier, la relation entre les deux est externe. Mais si A ingresse dans alpha particulier, ce sera la relation interne du point de vue de alpha. Whitehead lui-même précise cette formule. Nous concluons ainsi, comme il a été exposé plus haut, que le fait général de la préhension synthétique dans chaque occasion de tous les objets éternels présente un aspect double. Celui de la relation indéterminée en chaque objet éternel avec les occasions en général, et celui de la relation déterminée avec chaque occasion particulière. Cette constatation résume l'explication concernant la possibilité des relations externes 111. En somme, chez Whitehead, la relation entre les objets éternels est la relation interne. Si un objet éternel ingresse ou s'effectue dans l'occasion actuelle, la relation est aussi interne, mais c'est seulement du point de vue de alpha, à savoir de l'occasion actuelle. La relation entre l'ensemble des objets éternels et un objet éternel qui ingresse dans une occasion actuelle quelconque reste la relation externe. L'important, c'est que la relation interne chez Whitehead n'est jamais définitivement fermée. Il reste toujours une place pour la relation externe, parce qu'il considère la relation entre les objets éternels comme disjonctive, à savoir comme l'essence en tant que possibilité. 4. L'extériorité des relations et d'autres concepts chez Deleuze. La théorie de Whitehead est intéressante, parce qu'elle est très proche de la théorie de l'événement chez Deleuze, du point de vue de la répartition de la relation interne et de la relation externe. Deleuze pose au lieu du possible, le virtuel, intensité, vis-à-vis de l'actuel, et dit que le virtuel et le réel ne sont pas contradictoires. Le virtuel peut être dit réel, parce qu'il est la puissance en acte et non la possibilité abstraite. La relation entre le virtuel et l'actuel est la relation asymétrique. Il nous semble que la relation réciproque entre les événements chez Deleuze peut être dite aussi comme relation interne, parce qu'elle est saisie comme différence intérieure, à savoir comme intensité. Mais la relation entre l'ensemble, continuum des événements, intensité, et un événement individualisé, un degré d'intensité est externe, parce qu'elle est soumise à l'élément contingent. Comme Whitehead, Deleuze considère la relation entre les événements comme disjonctive. Dans cette section, nous étudierons comment Deleuze a développé pour sa part l'extériorité des relations, en travaillant sur plusieurs de ces concepts. Immanence. Jusqu'à son dernier article, l'immanence, une vie. 112. L'immanence a été un des thèmes principaux pour Deleuze. L'immanence s'oppose à la transcendance, tandis qu'elle est paradoxalement liée au dehors.
Dans le système de la philosophie deleuzienne, le dehors n'est plus au-delà d'une vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas transcendant. Au contraire, le dehors est impliqué dans une vie, il est immanent. Le plan d'immanence n'a rien à voir avec une intériorité, il est comme le dehors d'où vient tout désir 113. Le champ d'immanence n'est pas intérieur au moi, mais ne vient pas davantage d'un moi extérieur ou d'un non-moi. Il est plutôt comme le dehors absolu qui ne connaît plus les moi, parce que l'intérieur et l'extérieur font également partie de l'immanence où ils ont fondu 114. L'important est que l'immanence n'est plus immanente à autre chose que soi. Chaque fois qu'on interprète l'immanence comme immanence à quelque chose, on peut être sûr que ce quelque chose réintroduit le transcendant 115. En d'autres termes, l'immanence consiste en soi-même. L'immanence en tant que relation et processus ne doit pas être renfermée dans les termes immobiles comme le moi et l'objet. Pourquoi la transcendance est-elle dénoncée ? Il nous semble que c'est lié au rejet du fondement. La philosophie a traditionnellement tenté de commencer une fois pour toutes, avec un premier principe comme le cogito cartésien. Mais Deleuze remarque qu'il n'est pas possible pour les philosophes de commencer vraiment sans cesse. Commencement philosophique signifie élimination de tous les présupposés, mais ce n'est pas possible. Par exemple, dans le cas du cogito, ce dernier est construit de 3 composantes, à savoir penser, être, je. En d'autres termes, ces 3 composantes sont déjà présupposées. Au moment même où la philosophie croit commencer, son commencement bascule dans le préphilosophique, si bien qu'elle ne peut jamais se posséder elle-même, autonomiser son fondement 117. Ainsi, il faut rompre avec la pensée qui fonde. Mais il n'est pas nécessaire de renoncer au commencement même. En fondant, les philosophes prétendent posséder le commencement, maîtriser la nécessité. Or, c'est en renonçant à posséder le commencement, en admettant qu'il ait lieu dans son dos que la pensée commence vraiment. C'est en ce sens que Deleuze dit que penser ne se fait qu'au milieu. Les choses ne commencent à vivre qu'au milieu. Il n'y a pas de point de départ. Tous les points sont des points de relais. Les relations sont au milieu et existent comme telles. Voilà l'extériorité des relations. Il s'agit donc pour Deleuze d'arriver à affirmer le rapport d'extériorité qui relie la pensée à ce qu'elle pense. Si la pensée échoue nécessairement à s'emparer de son commencement, peut-être est-ce parce que commencer ne dépend pas d'elle. Quand la philosophie renonce à fonder, le dehors abjure sa transcendance et devient immanent. Cela signifie que la pensée ne peut maîtriser le commencement et la nécessité, en d'autres termes, que la pensée affirme un rapport absolu à l'extériorité. Le vrai commencement est nécessairement hors concept, ou à la limite du concept, et dépend de la capacité de ce dernier à ne pas se refermer sur soi, à impliquer au contraire le rapport au dehors d'où il tire sa nécessité 119. Le commencement est extérieur à la pensée. Ainsi, nous comprenons que la théorie de l'extériorité des relations est liée à l'immanence en tant que dehors absolu. Dans Qu'est-ce que la philosophie ? Deleuze nomme ce dehors préphilosophique le plan d'immanence. Chez Descartes et Kant, l'immanence est immanente à une conscience pure, à un sujet pensant ou à une subjectivité transcendantale. Ces dernières ne sont rien d'autre que la transcendance. C'est quand l'immanence n'est plus immanente à autre chose que soi qu'on peut parler d'un plan d'immanence 120. Selon Deleuze, le plan d'immanence est à la fois ce qui doit être pensé et ce qui ne peut pas être pensé. Il est le plus intime dans la pensée, et pourtant le dehors absolu 121. Ainsi, le plan d'immanence émet un signe paradoxal. Il s'agit de la relation paradoxale entre l'être et la pensée. C'est dire que l'être ne peut être exprimé que dans la pensée, tandis qu'il est différent en nature de celle-ci. L'être est le dehors pour la pensée, tandis qu'il est en même temps immanent dans la pensée. L'immanence exprime cette relation paradoxale entre les deux. Le cogito ne peut pas exprimer une telle relation entre la pensée et l'être. Seule l'immanence en tant qu'extériorité des relations peut expliquer cette relation paradoxale et asymétrique entre l'être et la pensée. Rencontre contingence. 2 et 20 pour la philosophie de chercher un premier concept, parce que commencer ne dépend pas d'elle. Le commencement a lieu dans le dos de la pensée, ce que Deleuze précise ainsi. Il y a toujours la violence d'un signe qui nous force à chercher, qui nous ôte la paix. La vérité n'est jamais le produit d'une bonne volonté préalable,
mais le résultat d'une violence dans la pensée. La vérité dépend d'une rencontre avec quelque chose qui nous force à penser et à chercher le vrai. C'est le hasard de la rencontre qui garantit la nécessité de ce qui est pensé. 122. Les idées formées par l'intelligence pure n'ont qu'une vérité logique, une vérité possible, et ne viennent pas d'une rencontre ou d'une violence qui garantirait leur authenticité. Rencontre est le nom d'une relation absolument extérieure, où la pensée entre en rapport avec ce qui ne dépend pas d'elle. 123. Chez Deleuze, la contingence vient toujours en premier et il s'ensuit la nécessité de penser. La pensée deleuzienne affirme l'imprévisible ou l'inattendu. Comme la nécessité dépend de l'extériorité du rapport, le hasard gagne ici une valeur positive. Ce qui force à penser, c'est le signe. Le signe est l'objet d'une rencontre. Mais c'est précisément la contingence de la rencontre qui garantit la nécessité de ce qu'elle donne à penser. 124. Deleuze invoque aussi la théorie de contingence pour la sélection de l'être aimé. Rien ne montre mieux l'extériorité de la sélection que la contingence dans le choix de l'être aimé. Nos amours qui se réalisent et la série qu'elles forment en s'enchaînant, c'est-à-dire en incarnant telle essence plutôt qu'une autre, dépendent d'occasions de circonstances, de facteurs extrinsèques. 125. Pensée naît d'un hasard. Pensée est toujours circonstancielle, relatif à un événement qui survient à la pensée. Sur ce point, l'enjeu est toujours la rencontre, l'événement, donc la relation en tant qu'extérieur à cet termes. 126. La pensée ne pense que dans un rapport positif à ce qu'elle ne pense pas encore. Il s'agit de savoir à quelles conditions la pensée entre en rapport avec un élément non pensé, inconnu. L'extériorité des relations est la logique qui permettra de penser dans une relation avec la non-pensée, c'est-à-dire le dehors. Dans Qu'est-ce que la philosophie ? Deleuze reprend ce thème de la contingence dans le chapitre où il explique la géophilosophie. Il y oppose la contingence à l'historicisme de Hegel et de Heidegger. D'après Deleuze, ce qui reste commun à Heidegger et à Hegel, c'est d'avoir conçu le rapport de la Grèce et de la philosophie comme une origine, et ainsi comme le point de départ d'une histoire intérieure à l'Occident, telle que la philosophie se confond nécessairement avec sa propre histoire. 127. Hegel et Heidegger restent historicistes, dans la mesure où ils posent l'histoire comme une forme d'intériorité dans laquelle le concept développe ou dévoile nécessairement son destin. 128. Or, Deleuze remarque que la relation entre les deux est seulement contingente. Si la philosophie apparaît en Grèce, c'est en fonction d'une contingence plutôt que d'une nécessité. 129. Ce que nous nions, c'est que la philosophie présente une nécessité interne, soit en elle-même, soit chez les Grecs. Pour que la philosophie naisse, il a fallu une rencontre entre le milieu grec et le plan d'immanence de la pensée. 130. Selon Deleuze, une raison de la philosophie est une raison synthétique et contingente, une rencontre, une conjonction. Le principe de raison tel qu'il apparaît en philosophie est un principe de raison contingente, et s'énonce : il n'y a de bonnes raisons que contingentes, il n'y a d'histoire universelle que de la contingence. 131. Pourtant, Deleuze ne nie pas l'existence de l'histoire. L'histoire est le lieu où l'événement est déterminé. Sans l'histoire, le devenir resterait indéterminé, inconditionné, mais le devenir n'est pas historique. 132. Le devenir ou l'événement aura lieu entre le monde virtuel et l'histoire. Mais il est tout à fait indépendant de l'histoire. La logique intérieure et nécessaire de l'histoire ne maîtrise pas le devenir qui est né de la contingence. Cette relation entre le devenir, événement et l'histoire, actualisation, est assez proche de la relation entre le problème, sens et la proposition. Le problème, sens, n'est exprimé que dans la proposition. Mais celui-là est tout à fait indépendant de celle-ci. En tout cas, la relation, événement, devenir, sens, problème, est extérieure à ces termes, histoire, actualisation, proposition. Nous constatons que Deleuze maintient durant toute sa vie sa théorie de la contingence et de la rencontre. Mais cela ne signifie pas que nous restons à la merci de la contingence. Tant qu'ils hommes vivent au hasard des rencontres, tant qu'ils sont affectés de passions fortuites, les hommes sont diversement entraînés et précisément n'ont aucune chance de se rencontrer sous des rapports qui conviennent. 133. Il s'agit de s'efforcer d'organiser les rencontres pour que les corps se composent directement avec le mien. Nous nous efforçons de nous unir à ce qui convient avec notre nature, de composer notre rapport avec des rapports qui se combinent avec le nôtre,
de joindre nos gestes et nos pensées à l'image de choses qui s'accordent avec nous 134. L'agencement de Deleuze n'est rien d'autre que cette organisation des rencontres, à savoir la composition spinoziste selon laquelle des rapports conviennent avec le nôtre. Cet agencement se fait avec l'effort de la raison spinoziste, où il n'y a pas d'artifice ni de convention. La raison ne procède pas par artifice, mais par composition naturelle de rapports. Elle ne procède pas à des calculs, mais à une espèce de reconnaissance directe de l'homme par l'homme 135. Le processus de cet effort de la raison spinoziste n'est pas du tout contradictoire avec l'immanence en tant que dehors, à savoir l'extériorité des relations, parce que cet effort de la raison est la composition naturelle de rapports en se déroulant au sein de l'immanence. Signe. Comme nous l'avons déjà vu, ce qui force à penser, c'est le signe. Il faut d'abord éprouver l'effet violent d'un signe, et que la pensée soit comme forcée de chercher le sens du signe 136. Le signe est l'objet d'une rencontre. Penser, c'est toujours interpréter, c'est-à-dire expliquer, développer, déchiffrer, traduire un signe 137. Le signe deleuzien n'est pas un signe de la qualité de quelque entité, mais celui d'un tout autre objet, à savoir d'un événement. En présentant la relation, le signe se situe entre la pensée et ce qui n'est pas encore pensé. Il arrive qu'une qualité sensible nous donne une joie étrange, en même temps qu'elle nous transmet une sorte d'impératif. Ainsi éprouvé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.